bonjour. Alors, je vais m'exprimer en français, puisque c'est possible. Je tiens déjà à remercier le collectif de m'avoir invité. Pour moi, c'est un immense honneur que de participer à ce congrès panafricain, le 6e. Je suis très très heureuse de pouvoir rencontrer tant de personnes issues d'horizons aussi différents, et puis ça me permet d'avoir aussi conscience de la vivacité de ce combat outre-Rhin. Donc je suis très très heureuse et d'avoir été présentée avec tant d'égards, même si voilà, j'ai essayé de saisir les quelques bribes d'allemand qui me restaient de l'époque du collège et du lycée. Donc aujourd'hui, en fait, le thème de mon intervention, j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'assez souple, un peu articulé autour de mon parcours et des préoccupations qui sont les miennes en tant que Française noire, et puis après qu'on puisse échanger sur les perspectives de mon pays, et puis peut-être en faire un parallèle avec ce qui se passe ici. Donc moi, je m'appelle Rokhaya Diallo, comme ça a été dit, je suis née à Paris, en France, de parents qui venaient du Sénégal, qui étaient immigrés, et pour vous raconter un peu mon histoire personnelle et le lien que j'ai pu dessiner avec la réflexion antiraciste, je suis née donc à Paris, où j'ai grandi, dans des quartiers populaires, où le fait d'être une femme, enfin une jeune fille à l'époque, une petite fille, puis plus tard une femme noire et de parents immigrés n'était pas quelque chose de remarquable, puisque les quartiers dans lesquels j'ai grandi et dans lesquels j'ai vécu se caractérisaient par une diversité assez grande. Alors, juste pour la traduction, si je parle trop vite, n'hésitez pas à me le dire, parce que je sais que je parle très vite. Donc, n'hésitez pas à me faire signe. Donc voilà, j'ai grandi sans forcément m'interroger sur mon identité. Sauf que, en fait, j'ai avancé peut-être plus que ce que la société m'avait réservé dans mes études. Et plus j'avançais dans mes études, et moins il y avait de personnes qui me ressemblaient, jusqu'au jour où, en fait, j'ai été la seule noire, où il n'y avait plus autour de moi ni noire, ni arabe, ni asiatique, et que j'ai commencé à focaliser une attention qui me semblait un petit peu déplacée. Et c'est le moment de ma vie, donc assez tardif, hein, j'avais bien plus de 20 ans, on a commencé à me demander d'où je venais, en imaginant que j'allais répondre que je venais forcément d'ailleurs que la France. Et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, puisque moi je répondais que je venais de France, de Paris, etc. Et que les gens insistaient lourdement en me disant mais avant, t'étais où? Et je disais avant, j'étais pas née. Je n'étais pas née. Ou ces moments où on m'a beaucoup félicité sur le fait que je n'avais pas d'accent quand je m'exprimais en français, alors que pour ceux qui sont francophones, j'ai un accent parisien très très prononcé, donc j'ai un accent. Simplement, ce n'est pas l'accent qu'on imagine sortir de la bouche de gens qui me ressemblent. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur pourquoi, en fait, sur la raison pour laquelle les personnes ne pouvaient pas imaginer que j'étais française. Et puis parallèlement à cela, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'actualité politique en France. Et c'était l'époque, en fait, il y a une douzaine d'années, où la France débattait de la pertinence d'autoriser ou non le port du foulard musulman dans les écoles. Et donc c'était un débat extrêmement important entre 2003 et 2004 qui m'a vraiment personnellement beaucoup choquée. C'est-à-dire que, en regardant les informations et la télévision, on avait l'impression que la France était envahie par des femmes voilées qui voulaient aller à l'école. Et en me documentant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une centaine de cas qui posaient problème dans des établissements très localisés. Donc pour vous faire le contexte, en fait, si vous voulez, depuis 1989 en France, on s'interroge sur la compatibilité de pouvoir porter des signes religieux à l'école par rapport à notre loi sur la laïcité. Et en réalité, quand on étudie la loi sur la laïcité, donc qui proclame la séparation des églises et de l'État, elle n'interdit pas les signes religieux à l'école. Simplement, en 2003-2004, on était quelque temps après le 11 septembre et l'image des musulmans était stigmatisée. Moi, j'étais assez frappée de voir qu'on envisageait et finalement qu'on a même fait, on a exclu des jeunes filles de l'école simplement parce qu'elles portaient un foulard musulman. Et moi, j'ai une sensibilité féministe aussi assez appuyée et je me suis rendu compte qu'en fait, les garçons musulmans, ils pouvaient aller à l'école. C'est-à-dire qu'à conviction religieuse égale, les garçons vont à l'école et les jeunes filles sont exclues. Et les raisons qu'on invoquait, c'était le fait que ces jeunes femmes étaient soi-disant soumises à un ordre patriarcal qui serait inhérent à l'islam. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui choisissent volontairement de porter le foulard, hein, j'en connais beaucoup, et il y en a certaines qui sont même membres de ma famille. Et puis je pense que si ce n'était pas le cas, hein, si à supposer qu'elles aient été forcées de le porter, est-ce que le meilleur service qu'on a à leur rendre, c'est de les renvoyer chez elles, où soi-disant elles sont opprimées ?
Je ne le pense pas. Donc moi, ça m'a beaucoup choquée de voir cela. Et puis, donc c'est un des premiers chocs où j'ai commencé à me dire que la France n'était pas prête à s'accepter telle qu'elle était, dans sa pluralité, dans sa diversité. Et le deuxième choc, ça a été l'année d'après, donc en 2005. Des révoltes ont éclaté à Clichy-sous-Bois. Il y a 2 jeunes garçons qui s'appelaient 3 en fait, dont 2 malheureusement ont disparu, donc Ziad Benna et Bouna Traoré et Mouhitine Atoun, qui étaient 3 garçons qui avaient entre 15 et 17 ans, qui avaient participé à un match de foot. Et en fait, après leur match de foot, c'était le ramadan. Donc c'est important de rappeler ça. Donc pour les gens qui ne connaissent pas cette pratique, le ramadan en fait demande aux musulmans de ne pas manger entre le lever et le coucher du soleil. Donc en fin de journée, en fait, ils doivent rentrer chez eux souvent pour manger. Donc ils avaient joué au foot et c'était l'heure quasiment de manger, donc ils allaient rentrer chez eux. Et des policiers, en fait, ont commencé à les poursuivre. Et ils ont eu peur, comme beaucoup d'adolescents. Donc Zied est d'origine tunisienne, je crois, en tout cas maghrébine, Bouna d'origine malienne, et le troisième, Mouhitine, d'origine turque. Autant vous dire qu'aucun des 3 n'était blanc. Et donc ils ont commencé à être poursuivis par la police et ils ont eu peur. Ils ont couru, ils ont eu peur parce qu'on imagine qu'ils avaient peur de se retrouver en garde à vue et de ne pas pouvoir manger, alors qu'ils n'avaient pas mangé toute la journée. Et tous les 3 se sont réfugiés dans un transformateur électrique. Et malheureusement, en fait, entre le moment où ils se sont réfugiés dans le transformateur et le moment où l'accident a eu lieu, il y a eu 15 minutes qui sont déroulées. C'est 15 minutes pendant lesquelles les policiers auraient pu appeler la compagnie électrique pour couper l'électricité, pour couper le courant et pour les préserver. Simplement, ils ne l'ont pas fait. Et en fait, au bout de 15 minutes, il y a eu un courant électrique qui a tué 2 d'entre eux. En fait, Ziad et Bouna sont morts électrocutés. Mouhitine Atoun n'est pas mort. Il a été tragiquement protégé par la mort de ses 2 meilleurs amis et il a gardé de sévères séquelles physiques et psychologiques. Et le lendemain, alors qu'il était à l'hôpital, la police est allée sur son lit d'hôpital alors que le docteur, le médecin, le déconseillait, l'interroger et lui faire un interrogatoire policier alors qu'il avait 15 ans et qu'il était sur un lit d'hôpital. Et donc, suite à cette tragédie, et aucun des 3 n'avait quoi que ce soit à se reprocher. Donc je ne pense pas qu'on doive mourir quand on a quelque chose à se reprocher, hein, mais pour le coup, ils n'avaient absolument rien, aucun antécédent. Et suite à leur mort, il y a eu une vague de révolte, d'abord à Clichy-sous-Bois, qui s'est propagée dans toute la France. Et c'était vraiment, on n'avait jamais vu ça. Et moi, ce qui m'a choquée, en fait, c'est que je regardais beaucoup les informations, et c'est le traitement médiatique de cette histoire. On a d'abord décrit Ziad et Bouna comme étant des voyous, comme Nicolas Sarkozy, qui à l'époque était encore lui, hein, il a été cité dans l'intervention précédente, il était ministre de l'Intérieur, et il a dit quand on n'a rien à se reprocher, on ne court pas devant la police. Et je suis désolée, mais il faut vraiment être un homme blanc pour dire une chose pareille. Parce que quand on n'est pas blanc, on sait très bien que même si on n'a rien à se reprocher, on peut mourir entre les mains de la police, simplement parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau et qu'on n'a pas le bon faciès. Et plus encore quand on est un jeune garçon. Et donc, moi, ça m'a choquée, en fait, de voir qu'ils étaient diabolisés, décrits comme des voyous, et alors qu'il y avait une famille qui était en deuil, qui n'a eu aucun mot de sympathie pour la famille, qui venait de perdre 2 adolescents. Vous imaginez, vous avez un enfant de 15 ans qui sort, qui va faire du foot et qui ne rentre pas parce qu'en fait, des policiers l'ont confondu ou l'ont pris pour un voyou. Et donc voilà, moi ça m'a choqué. Puis ce qui me choquait également, c'était vraiment la manière dont c'était commenté en politique, enfin à la télévision, il y avait des débats. Alors dans les débats, il n'y avait jamais de personnes ni noires ni arabes pour commenter. C'était toujours des commentateurs blancs, des hommes quinquagénaires qui venaient nous expliquer que la banlieue c'était comme ci ou comme ça. La banlieue, donc c'est en France, enfin, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais ce sont les territoires qui sont en dehors des grandes villes et qui sont plus pauvres que les centres-villes. Et donc nous parlaient, ces gens-là, qui étaient plutôt des gens riches, hein, des journalistes assez aisés, nous parlaient de territoires dans lesquels ils n'avaient jamais mis les pieds, mais avec une espèce de hauteur pseudo-experte qui était vraiment très choquante. Et moi, je me suis sentie, j'ai commencé à voir des gens en fait parler de moi, en fait, quelque part, puisque moi, je vivais dans ces quartiers, j'y ai grandi. Sentiment d'être insultée et de ne pas avoir la possibilité de répondre, en fait. Vraiment, qu'on me privait de parole et qu'on me décrivait, en fait, avec mes frères, mes sœurs, comme étant des monstres qui méritaient de mourir sans aucune raison, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la bonne couleur de peau. Et pour cette raison, en fait, donc les 2 raisons que j'ai énoncées, celle qui était celle qu'on ne prenait jamais pour une Française dans mon propre pays, et l'autre qui était, en fait, la manière dont il n'y avait aucune empathie pour des enfants qui étaient morts à cause de la police. Enfin, à cause de policiers, en l'occurrence d'officiers de police, j'ai décidé de créer une organisation qui s'appelait Les Indivisibles. Et donc cette association avait pour but de faire de la veille médiatique et de décrire de pointer du doigt les propos racistes qui étaient tenus dans les médias. Parce qu'en fait, moi, je regardais beaucoup la télé, je lisais beaucoup de journaux, j'écoutais beaucoup d'informations à la radio et je remarquais qu'il y avait vraiment une forme de récurrence
dans la manière dont on parlait systématiquement des personnes d'origine étrangère. Par exemple, dans les faits divers négatifs, on va toujours voir que tel voleur est d'origine algérienne, tel délinquant est d'origine guadeloupéenne, alors que par exemple la Guadeloupe c'est en France, et donc c'est pas, enfin voilà, on dit jamais que quelqu'un est d'origine bretonne ou berrichonne, donc c'est une manière indirecte de dire que la personne est noire. Et donc toujours dans les choses négatives, on amplifiait l'idée qu'il y avait des gens qui étaient d'origine étrangère et qui commettaient des méfaits. Et donc les indivisibles, je les ai créés pour un peu déconstruire enfin je les ai créés avec des amis, j'étais pas seule. Moins vite, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes donc je vois pas. J'ai un champ de vision très très réduit, donc je pense que ça veut dire moins vite. Je vais parler moins vite. Donc j'ai créé les Indivisibles avec quelques amis pour lutter contre cette banalisation du racisme. Et en fait, on a décidé d'utiliser l'humour parce qu'on trouvait que c'était un moyen un peu de montrer l'absurdité parfois de certaines réflexions racistes, comme celle que je vous ai décrite au début. C'est moi? Non, c'est pas moi. Comme celle que je vous ai décrite au début, voilà les questions qu'on me posait par rapport à ma qualité de langue, etc., linguistique, etc. Et donc on trouvait que c'était marrant en fait de montrer les réflexions absurdes du quotidien, mais aussi de tourner en dérision les personnes qui tenaient des propos racistes dans les médias, notamment les journalistes, les politiques, etc. Et donc on était une demi-douzaine d'amis au départ, l'association a bien grandi depuis, c'était en 2007, on a créé, donc 2 ans plus tard, après notre création, en 2009, on a créé une cérémonie parodique qui s'appelle les Yabon Awards. Donc Yabon, je pense que ceux qui connaissent la France connaissent Banania. Donc Banania, c'est une marque de poudre chocolatée dont l'emblème en fait est un tirailleur sénégalais mais qui est tourné en ridicule et qui, au lieu de dire c'est bon le Banania comme on le dirait en bon français, dit Yabon Banania. Et Yabon Banania, c'était le slogan de Banania pendant des décennies. Et du coup, on a choisi ce thème-là parce qu'on trouvait ça drôle, les Yabon Awards. Et en fait, cette cérémonie qui a lieu depuis 2009 récompense tous les ans les propos les plus racistes tenus par des personnalités publiques dans les médias ou dans l'espace public. Donc ces gens peuvent être des politiques, des artistes, des journalistes. Le gros quand même du groupe, c'est plutôt des journalistes et des politiques. Et donc cette cérémonie... elle se veut parodique, elle est animée par des humoristes, par des comédiens, des animateurs, et donc en faisant de l'humour, parce qu'en fait quand on regarde la cérémonie, c'est assez drôle, on veut rendre compte de l'aspect systémique du racisme, c'est-à-dire de montrer que le racisme en fait est omniprésent dans l'atmosphère et de manière très quotidienne. Et lorsqu'on voit une réflexion et qu'on voit les réflexions de manière isolée, on ne se rend pas compte de cela. Mais lorsqu'on les met les unes à côté des autres et qu'on fait une soirée, une cérémonie, qui dure plus d'1 heure, on se rend compte qu'en fait tous les propos se répondent et font système et répondent vraiment à une idéologie qui est largement diffusée et largement propagée dans la société, notamment à travers les responsables. Et ce qu'on voulait faire également, c'était de mettre les personnes qui ont le pouvoir de s'exprimer publiquement, les mettre face à leurs responsabilités. Parce qu'en fait, souvent, quand on prend la parole publiquement, il est courant de ne pas le faire en se rendant compte du pouvoir que cela donne. C'est-à-dire que quand on parle publiquement, quand on s'exprime dans les médias, en fait, on influe sur l'opinion. On a vraiment un pouvoir d'influence extrêmement fort. Et le fait de le faire en répétant de manière continuelle des propos racistes, eh bien, ça installe l'idée que certains groupes, certaines personnes sont problématiques. Et ça se traduit mécaniquement dans le quotidien. Et ça, ajouté au fait qu'il y a un manque de représentation évident, c'est le cas en France et je suis sûre que c'est le cas ici également, parmi les journalistes, parmi les politiques, de personnes qui sont non blanches, qui sont noires, qui sont d'origine maghrébine, d'origine asiatique ou rome, ils sont très 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 rares dans l'espace télévisuel, et bien ça amplifie l'idée qu'on parle de gens qui ne sont pas là et qu'on en parle dans des termes extrêmement négatifs. Donc j'ai fait ce collectif qui a remporté un certain succès médiatique, et puis moi parallèlement, je travaillais dans la production télé, mais je suis devenue journaliste et j'ai choisi vraiment de me focaliser sur
des thèmes qui étaient liés à l'égalité. Donc l'égalité des hommes et des femmes et des hommes, mais aussi l'égalité raciale, parce que pour moi c'était un combat qui n'était pas très bien traité dans l'espace public français. J'avais vraiment envie de travailler sur cette question-là, sachant en plus que j'étais noire et que je suis musulmane et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me ressemblent, qui ont l'occasion de s'exprimer publiquement dans les médias français. Aujourd'hui encore, je suis malheureuse de dire qu'on est encore très très peu nombreux à s'exprimer dans les médias. Donc aujourd'hui, j'écris des livres, je travaille comme réalisatrice. Et je voulais vous montrer l'extrait d'un documentaire que j'ai réalisé l'année dernière qui s'appelle De Paris à Ferguson, coupable d'être noir. Donc je l'ai réalisé, c'était en 2016. L'idée, c'était vraiment de faire un parallèle entre la France et les États-Unis. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans mes premiers documentaires. Je trouve que c'est intéressant, en fait, même si les pays sont très différents. Je pense qu'il y a quand même une essence dans le racisme qui est son origine dans l'esclavage, qui donc produit des mécanismes, je crois, similaires. Et donc je vais, si c'est possible à la technique, lancer l'extrait du documentaire que j'ai réalisé l'an dernier. Voilà, c'est ça. Donc c'est un film de 52 minutes en fait, donc qui m'emmène. Donc je commence en France et après je vais à Ferguson dans le Missouri pour rencontrer les activistes afro-américains. Mais ce que je voulais vraiment mettre en parallèle au début, c'est l'indifférence en fait qu'il peut y avoir pour des choses qui sont malheureusement extrêmement banales en France. J'ai participé donc à cette marche de la dignité qui avait été organisée par Amal Bentounsi. Amal Bentounsi, c'est la fondatrice du collectif Urgence Notre Police Assassine. Elle a fondé ce collectif en 2012 suite à la mort de son frère Amin Bentounsi qui a été tué d'une balle dans le dos par la police. Lorsqu'elle a fondé son collectif Urgence Notre Police Assassine, elle a été poursuivie par le ministre de l'Intérieur qui considérait que le nom de son collectif était diffamant pour les policiers. Donc vous imaginez une jeune femme qui vient de perdre son frère qui est poursuivie par un ministre pour un nom de collectif. Donc finalement la justice lui a donné gain de cause, elle a gagné, hein, elle a pu garder le nom de ce collectif et elle vient de fonder aujourd'hui l'Observatoire national des violences policières. Et d'ailleurs, il y a un compte sur Twitter, c'est @violence policière. Si vous voulez suivre, il y a souvent des vidéos qui sont postées d'exactions qui sont commises par des membres de la police. Et donc, elle a poursuivi un combat sans relâche pendant 4 ans. Et cette année, le policier qui a tué son frère a été reconnu coupable du crime en question, simplement. Sa culpabilité donc lui a fait qu'il a eu une sentence il a plus le droit de porter son arme, mais il fait toujours partie de la police. Donc c'est une sanction vraiment demi-teinte. C'est-à-dire que c'est une des rares fois où on a reconnu la culpabilité d'un policier, mais en même temps on le trouve pas suffisamment. On trouve pas que le fait qu'il ait tué quelqu'un suffisamment grave pour qu'il ne soit plus représentant de la République, un représentant de la République en tant que policier. Et il y a d'autres combats, donc Jessica Lefebvre-Koumé, qui est dans le film, c'est la femme d'Amadou Koumé dont elle parlait. Elle a poursuivi 11 policiers qui sont impliqués dans la mort de son époux. Et donc la semaine du 18 au 22 septembre, il y aura le procès des policiers en question. Il y aura des rassemblements pour ceux qui seront à Paris. Toute la semaine, des rassemblements autour de cela. Et ce sont des procès qui sont extrêmement longs. Il y a d'autres cas, comme celui de Lamine Dieng, dont la sœur Ramata Dieng a engagé un combat en 2007. Son frère est mort étouffé, il est mort sous le poids de plusieurs policiers, donc il avait presque 350 kilos sur le dos. C'était un homme quand même, 24 ans, très costaud, vraiment, on n'imagine pas quelqu'un de mourir comme ça. Et il est mort comme ça, et en fait au début on a fait croire qu'il était alcoolisé, les tests ont montré évidemment que ce n'était pas le cas. Et 10 ans après, donc il y a eu plusieurs étapes judiciaires. Et donc cette année, la Cour de cassation a prononcé une décision disant que, en fait, il y avait un non-lieu. Et la famille de Lamine Dieng a été condamnée à verser 2 000 € aux policiers. Voilà, donc il y a une caisse de solidarité, si vous voulez que je vous envoie le lien pour les soutenir, mais c'est l'indécence. Pour moi, c'est vraiment de l'indécence. Et donc il y a d'autres noms qui ont émergé récemment. Vous avez peut-être entendu parler d'Adama Traoré, qui a été tué le jour de son anniversaire, le 19 juillet 2016, parce qu'il avait un contrôle policier. Il n'avait pas ses papiers sur lui, donc il a eu peur, il a été rattrapé, et encore une fois, il est mort dans des circonstances vraiment très très curieuses. Et il y a eu toutes sortes de versions, parlant d'une infection, parlant d'une défaillance cardiaque, et toutes ont été récusées. Et puis en fait, on se rend compte qu'il il est mort d'asphyxie, et il est mort d'asphyxie parce qu'en fait, en France, on pratique une technique qui est le plaquage ventral, qui est interdite dans plusieurs pays.
et qui pourtant est encore pratiquée, parfois même enseignée, et donne lieu à la mort tous les ans de plusieurs personnes entre les mains de la police. Donc il y a plusieurs collectifs qui proposent des choses sur cette question-là, qui proposent par exemple, parce qu'en fait ce qui permet aussi un tel volume de morts, c'est parce que les policiers en France peuvent contrôler l'identité des gens sans raison. Et donc les contrôles se focalisent sur une certaine population. Le Défenseur des droits, qui est un organisme en France qui est chargé de lutter contre les discriminations, c'est une institution mais qui est indépendante, a produit un rapport en janvier dernier disant que lorsqu'on était jeune, vu comme noir ou d'origine maghrébine, on avait 8 fois plus de risques d'être, 20 fois plus de risques d'être contrôlé que n'importe quelle autre partie de la population. Donc ça veut dire 20 fois plus de risques d'être exposé à des violences policières et tout ce que ça induit. Et on a ces chiffres, mais rien n'est fait. Et ce qui était proposé par les activistes, c'était simplement que les policiers, par exemple, donnent un récépissé, donc un document qui expliquerait la raison du contrôle, le lieu, et avec l'identité du policier. Alors c'est quelque chose de simple, et c'est vrai que certains vont dire que c'est une manière d'instaurer de normaliser les contrôles aux policiers, mais c'est vrai que pour les gens qui s'estiment harcelés, ce serait une preuve du harcèlement, et puis les policiers, ça les obligerait à motiver simplement la raison de leur contrôle. Et puis après, on pourrait aussi peut-être étudier les quartiers sur lesquels se concentrent les contrôles policiers, parce qu'il y a des gens qui ne se sont jamais fait contrôler par la police. Et c'est vrai que c'est une activité qui est extrêmement genrée. Tout à l'heure, on parlait des femmes qui étaient très présentes dans l'initiative précédente. 90% des personnes qui sont contrôlées par la police sont des hommes. Et ça, c'est quelque chose qui est donc la plupart des gens qui meurent sont des hommes, mais le rôle des femmes est important aussi, parce que ce que j'ai constaté, c'est que souvent ce sont des membres de leur famille qui se mobilisaient pour obtenir justice. Donc il y a beaucoup de sœurs, comme Amal Bentounsi, Ramata Dieng ou Assa Traoré, qui est la sœur d'Adama Traoré, ou d'épouses, comme Jessica Koumé Lefebvre. Et donc le rôle des femmes, en fait, c'est vraiment d'être exposées au racisme dans sa plus grande brutalité, puis après vraiment d'engager des luttes qui parfois sont sans fin. Je pense à Ramata Dieng, qui aujourd'hui va saisir la Cour européenne des droits humains. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle a mis sa vie entre parenthèses pour obtenir justice. Et donc je parle des femmes aussi pour parler justement d'intersectionnalité. Je pense que c'est important aussi dans le combat antiraciste. Peut-être qu'on pourra en parler plus dans le cadre de nos échanges après mon intervention, mais je crois que vraiment réfléchir à l'interaction que peuvent avoir les questions de sexisme et de racisme, c'est extrêmement important pour moi, parce que le racisme sur des femmes, sur des personnes qui sont handicapées, homosexuelles ou qui souffrent d'autres formes d'exclusion, eh bien produit des choses différentes. C'est-à-dire que voilà, les femmes sont victimes d'autres choses, les femmes noires, les femmes musulmanes par exemple, sont les principales musulmanes visibles, celles qui sont voilées, sont elles qui sont principalement ciblées par l'islamophobie agressive, agressif, c'est forcément agressif l'islamophobie, mais il y a une agression physique ou verbale. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très visible, c'est que ce sont les femmes à qui on arrache le foulard dans la rue, qu'on bouscule, qu'on insulte, etc. Et pareil, pour les contrôles policiers, eh bien, ce sont des hommes. Donc les femmes sont très rarement contrôlées. Et en même temps, il y a une forme d'exotisation des femmes qui fait que c'est assez, en soi la exotisation est négative, mais quelque part ça donne aux femmes des accès que n'ont pas les hommes. Et moi aujourd'hui, je présente des émissions à la télévision, je fais de la télé, et je sais que si j'étais un homme, je n'aurais pas jamais eu ces accès-là. Donc c'est qu'à la fois l'exotisation est condamnable, et en même temps on voit bien que ça produit des espèces de zones un peu de points morts, et tout en dénonçant l'exotisme, parce que finalement il nuit aussi aux hommes, on se rend compte qu'il y a des simultanéités qui produisent autre chose. Donc je pense que c'est important aussi de développer autour de cette question-là. Et puis comme les hommes non blancs sont diabolisés, on les décrit souvent comme des gens qui sont extrêmement agressifs, qui sont très sexistes, qui seraient plus sexistes que les autres, eh bien on veut toujours sauver leurs sœurs. Et donc les sauver, c'est les promouvoir et les inciter aussi à une forme de mise à distance et à se désolidariser aussi des leurs, en dénonçant un sexisme qui leur serait particulier. Or, je crois que le sexisme existe, mais pour moi, il traverse de manière égale toutes les couches de la société et qu'il n'y a pas de raison. Je ne suis pas plus victime du sexisme de ma communauté d'origine que du sexisme de France. D'ailleurs, vous avez pu voir dans l'échange que j'ai eu avec cet homme tout à fait blanc et tout à fait de bonne famille, que voilà, cette pratique d'interrompre les femmes quand elles parlent, c'est du sexisme du plus ordinaire et ça ne concerne pas que les personnes qui ne sont pas blanches.
Donc voilà, moi aujourd'hui, mon travail de journaliste, c'est vraiment d'essayer d'exposer certaines réalités dont j'estime qu'elles ne sont pas traitées suffisamment, faute d'espace, faute d'intérêt aussi des personnes qui sont en charge des médias. Et puis voilà, il y a d'autres aspects de mon combat qu'on pourra développer également, mais je trouve que parler de ça, je travaille aussi sur les cheveux, donc c'est un tout autre sujet, mais je fais un travail autour du cheveu crépus, j'ai fait un livre qui s'appelle Afro, qui pour moi aussi mobilise des questions d'intersectionnalité. Je prépare une exposition qui s'appelle Afro également. J'ai travaillé avec Brigitte Sombier sur la question de comment en fait on peut assumer un corps noir avec des cheveux crépus dans un espace en fait qui fait tout pour promouvoir une forme d'assimilation, y compris physique. Voilà, je vous remercie.